Cette vidéo est sponsorisée par Oli. Et tout de suite, un message d'intérêt général. Voilà. C'est de l'eau. C'est mouillé, c'est transparent. Et même en mouvement comme ça là, ça n'a strictement aucun intérêt. Mais mettez-y une cuillère de Oli et oh miracle, l'eau devient subitement digne d'intérêt. Merci Oli. Oli, c'est une marque made in Europe de boissons en poudre sans additifs et sans sucre, aux arômes et colorants naturels. Ils ont 4 gammes de produits, les Iced Tea, les Energy Drink, les boissons hydratantes et depuis peu les milkshakes. Après 2 ans de partenariat avec eux, j'ai eu l'occasion d'à peu près tout tester, du coup je saurais pas trop quoi vous recommander. Les gammes Hydration et Iced Tea, je les trouve vraiment délicieuses, je m'en fais des jerrycans de 2 litres pour en boire toute la journée. Je pisse énormément. Et la gamme Energy Drink avec sa New Caf qui agit plus sur la durée, elle me sert beaucoup quand je dois veiller tard pour tenir des deadlines un peu serrés. Mais oui, le top YouTube il va sortir en janvier, bien sûr. Putain, moi et ma grande gueule. Du coup, je vous conseillerais de faire comme moi et d'à peu près tout tester. Avec les packs découvertes, vous aurez l'occasion de tester 7 parfums des 3 gammes avec en prime le shaker de votre choix. Oui, parce qu'on n'a pas tous la chance d'avoir un agitateur magnétique. J'en voulais un depuis le lycée, c'est trop marrant, ça fait genre une tornade dans le verre. LOL. Sinon en ce moment ils font une collaboration avec Bob l'éponge avec un Iced Tea ananas qui m'a tapé dans l'œil, je l'avoue. Avec le code promo MrFox5, bénéficiez de 5 € de réduction sur votre première commande et si comme moi vous êtes conquis, avec le code promo MrFox, c'est 10% de réduction sur toutes vos futures commandes. Alors n'attendez plus, ajoutez du Oli à votre eau et rendez-la plus jolie. Bon là j'ai mis du citron miel, il est très bon mais c'est pas celui qui rend le mieux visuellement. Mais il y a le Apple Alligator qui est joli, alors il est pas à portée de la main. Holy. Si vous vous intéressez même de loin au doublage, vous avez peut-être vu défiler sur les réseaux, dans des vidéos, voire même carrément dans les grands médias, des comédiens venus évoquer cette pratique qui met actuellement le milieu du doublage en danger, l'intelligence artificielle générative. Notre décryptage est consacré ce soir à l'intelligence artificielle. Les doubleurs professionnels redoutent d'être un jour remplacés par des voix artificielles. Les comédiens de doublage et l'IA, il y a une question sur le sujet, il y a une pétition qui a plus de 150 000 signatures. Et oui, c'est ce qui fait peur aujourd'hui, c'est que des ordinateurs, des logiciels remplacent ces voix qui sont si authentiques. Je suis comédienne. Je suis comédien. Nous donnons une culture à nos enfants à travers des dessins animés, nous donnons une culture aux gens qui grandissent avec nous, avec les films, avec les séries, etc. Qu'est-ce qu'on va faire découvrir à nos enfants? Est-ce qu'on leur fait découvrir des films d'animation, des séries d'animation doublées par des IA avec des émotions artificielles? Quelle société on veut, quoi? Une société où il y a des artistes qui créent ou une société où il y a des artistes à qui on vole leur travail? Le pourcentage du visionnage, on va dire, en VF, il est colossal parce que c'est 85% à peu près. On prend vraiment le public pour un con. Notre doublage est envié par le monde entier. On n'a pas signé des contrats pour être moissonnés, pour être utilisés par des sociétés qui elles-mêmes lèvent des fonds à l'étranger pour essayer de proposer des choses. Et c'est surtout de ce côté éthique que les choses commencent à être compliquées, quoi. Nous demandons à ce que, effectivement, nous ayons des protections contractuelles. Le doublage risque de disparaître si on ne légifère pas. C'est que ce soit légiféré. Que l'Europe puisse légiférer très vite. Hashtag touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Touche pas ma VF. Pour que les versions françaises soient faites par des artistes. L'IA et le doublage, ça fait un moment que je dois traiter ce sujet, ça fait un moment que vous me le réclamez, et ça fait même un moment que le milieu me le réclame. En mode, hey MrFox, t'es censé défendre le doublage, pourquoi t'ouvres pas un petit peu ta gueule sur le sujet? Et c'est vrai que, à part sur les réseaux sociaux, je ne suis pas autant sur le front que les comédiens et les adaptateurs, qui sont les premiers concernés. Simplement, je voulais préparer convenablement cette vidéo avant de dire n'importe quoi. D'abord, parce qu'elle sera sans doute analysée et débunkée par les fans d'IA, qui n'ont vraisemblablement rien de mieux à faire, et d'autre part parce que je ne veux ni noircir le tableau, ni traiter le sujet trop à la légère. En 2019, je disais dans une vidéo, non, le métier n'est pas mis en péril par les voix automatiques. Aujourd'hui, je serai un petit peu moins définitif. Non, le métier n'est pas mis en péril par les voix automatiques. Oui, l'intelligence artificielle générative met en danger le monde du doublage. Et pas seulement les comédiens, tout le monde. En effet, des outils de plus en plus perfectionnés font petit à petit leur apparition en promettant de faire pour le doublage ce que ChatGPT fait pour le texte et que Midjourney fait pour l'image, générer automatiquement un doublage pour une œuvre allophone. Pour l'instant, ça marche pas très bien, c'est pas très convaincant, mais ça peut clairement s'améliorer au fur et à mesure des années. Et c'est pour ça qu'il faut agir maintenant, tant que le métier n'est pas encore au pied du mur.
C'est dans ce but qu'a été lancé le mouvement Touche pas à ma VF, porté par des figures connues du métier comme Pascal Chemin, Emmanuel Curtil ou Brigitte Lecordier. Une pétition a été mise en place et compte actuellement plus de 163 000 signatures. Les différents syndicats d'auteurs et d'acteurs se réunissent régulièrement, des appels sont lancés au ministère de la Culture, au CNC, des grands colloques sont organisés, j'ai participé à l'un d'entre eux. Bref, tous les acteurs du milieu sont mobilisés pour agir et légiférer dès que possible l'utilisation de l'IA dans le doublage. On voudrait que ce soit légiféré, pour ça on a fait une pétition. Voilà ce qu'il y a une pétition à signer. C'est hashtag touche pas ma VF. Il ne souhaite pas empêcher l'innovation, mais demande au gouvernement d'agir pour protéger les artistes, les œuvres, la culture et l'emploi. Alors j'imagine qu'un certain nombre d'entre vous soutient d'ores et déjà la démarche et le combat, vous avez peut-être déjà signé la pétition, mais il y a évidemment des contradicteurs et des sceptiques. Même chez les fans de doublage, des gens qui se demandent si ce serait pas mieux au final qu'un outil perfectionné puisse rendre avec exactitude et précision l'intention du film et des acteurs en français, avec un timbre et des inflexions plus proches de l'original que celles de n'importe quel doubleur ou doubleuse. Sans parler des prétendus fans qui aiment tellement le doublage et les comédiens de leur enfance, qui voient aucun problème à utiliser leur voix sans leur accord pour bricoler des modes de jeux vidéo ou des bande-annonce avec la bonne voix de Eddie Murphy, alors que le doubleur dont ils aiment tant le travail est décédé. Faire parler les morts sans leur accord ? Non, je vois pas où est le problème. Et je parle même pas des cyniques qui ne s'embarrassent pas des questions écologiques, éthiques ou morales et qui sont en mode « Bah c'est le progrès, c'est comme ça, des métiers vont disparaître, il va falloir vous trouver un vrai travail, je suis très intelligent ». Alors, où est le problème ? Pourquoi il faut agir ? Comment vous pouvez agir ? On va voir ça ensemble. En soi, l'automatisation et la robotisation de certains travaux techniques n'est pas une mauvaise chose. Si le travail est pénible, aliénant, abrutissant, physiquement éprouvant, humainement inintéressant, on ne peut que se réjouir qu'il soit automatisé et que ce travail n'abîme plus les corps et les esprits. Normalement. Mais j'en reparlerai. Un travail technique, c'est un travail qui peut être bien fait ou mal fait, mais qui ne laisse pas de place à la sensibilité du travailleur. Et des travaux techniques, il y en a aussi dans les domaines artistiques. Par exemple, le montage, c'est un travail artistique. Vous donnez les mêmes rushs, les mêmes fichiers vidéo à deux monteurs de compétences égales, et ils peuvent vous rendre deux travaux très différents. Et le zapping YouTube est une très bonne illustration de ça. En revanche, le détourage, le fait d'isoler une personne du décor pour pouvoir l'incruster ailleurs, ça c'est un travail technique. Il peut être bien fait ou mal fait, mais c'est un travail très pénible, inintéressant, dont on ne sort pas vraiment grandi. Ça ne pose donc a priori aucun problème de confier ce travail à un outil informatique plus ou moins perfectionné qui va nous débarrasser d'une tâche longue et fastidieuse. Donc utiliser l'IA comme un partenaire de travaux techniques, c'est communément admis et accepté. Et le problème, c'est qu'un certain nombre de gens ne voient le doublage que comme un travail technique. Une retranscription de l'œuvre originale qui peut être plus ou moins fidèle et donc plus ou moins réussie en se basant sur des critères comme la ressemblance avec la voix originale, le respect du texte, du rythme, des mouvements des lèvres. Bah quoi, je vois pas le problème. Et c'est aussi pour ça que certains ne voient pas de problème dans le fait de doubler des œuvres audiovisuelles avec une IA. Non, je vois vraiment pas le problème. Sauf que non. Le doublage est une discipline artistique, un secteur dans lequel l'humain est au cœur de la création, du début jusqu'à la fin. C'est une discipline qui fait appel à la sensibilité de l'auteur des textes, du directeur artistique, des comédiens, du monteur son, du mixeur, et dont l'ouvrage collectif va différer en fonction de l'équipe qui aura travaillé dessus. La stricte traduction, même dans sa forme la plus littérale, n'est pas un simple travail technique. Dans une de mes anciennes vidéos, j'avais acheté le livre Roméo et Juliette, traduit en français par 3 personnes différentes, et les textes n'avaient presque rien en commun. En doublage, 2 adaptateurs qui travaillent sur le même texte ne vont pas écrire la même chose. 2 directeurs artistiques ne vont pas choisir les mêmes comédiens, qui eux-mêmes ne vont pas retransmettre l'émotion originale de la même manière. C'est ce qui fait la richesse du doublage. Et le résultat sera plus ou moins réussi, mais de différentes façons. Prenons un animé japonais comme Dan Da Dan, sorti en 2024. 2 doublages ont été réalisés pour cet animé à peu près en même temps, un pour la plateforme ADN et un autre pour la plateforme Netflix. Les 2 doublages ont été confiés à 2 DA différents,
qui ont casté des comédiens différents, qui ont interprété différemment leurs personnages, et ils ont été appréciés différemment selon le public. Certains préfèrent le doublage de ADN, d'autres préfèrent celui de Netflix, mais chacun reconnaît les qualités de l'un et de l'autre. Robotiser un travail artistique comme celui-là, c'est imposer l'idée qu'il n'existe qu'une seule manière de doubler une œuvre. Retransmettre avec une précision chirurgicale l'émotion, le timbre de voix, la diction et le sens du texte, sans fantaisie ni fioriture, un peu comme un robot quoi. Accepter ça, c'est prendre le risque d'uniformiser complètement l'art du doublage. Tous les doublages auront la même gueule, tous les personnages parleront de la même manière, tout sonnera efficace. Tout sonnera comme vous savez, ces TikTok de motivation là, avec une voix grave, soit un lion, soit un tigre, soit un chameau. Si jamais tu choisis de parler dans mon dos, arrange-toi pour que jamais je ne le découvre. Car sinon, ce jour-là, tu regretteras ta venue au monde. C'est très mauvais. Oui. C'est la pire voix de robot que j'ai entendue de ma vie. Oui. Alors certains me diront que non, que l'IA ne fera qu'imiter à la perfection la version originale et que si les versions originales sont variées, les VF le seront aussi. Bon, d'abord, c'est partir du principe que l'IA peut s'améliorer au-delà de nos espérances, et ça aussi on en reparlera, mais surtout, non. En fait, à partir du moment où l'IA aura trouvé la manière la plus efficace de doubler quelque chose, elle le fera en boucle et sans se poser de questions. Vous avez déjà vu des youtubeurs essayer d'entraîner une IA pour jouer à un jeu vidéo? Le créateur va dire « Ok, fais le plus de points possible à ce jeu », mais l'IA ne va pas du tout utiliser les techniques pour maximiser son score. Son but sera d'optimiser, donc elle va faire ce qui demande le moins d'efforts pour arriver à son objectif de points. Et ben une IA vocale, c'est pareil. Elle va produire un résultat basique, médiocre, qui sera très difficile d'affiner. Et oui, parce que c'est aussi un des problèmes de l'IA générative. Passer à un premier résultat basique, c'est très difficile de lui demander d'affiner des points précis de sa production, ce qui est beaucoup plus facile avec un humain. Amanda de Andrade, une comédienne brésilienne, a été invitée à observer le fonctionnement d'un système de voix automatique. Et elle a constaté, entre autres, que demander des ajustements à une voix automatique exige un temps et une énergie considérables, là où on peut simplement demander à un comédien de la refaire plus comme ci ou moins comme ça. Obtenir un résultat de qualité sur une IA lui a demandé plus de temps qu'avec un comédien et a donc coûté plus cher à l'entreprise que si elle avait travaillé avec un comédien. Et vous pensez vraiment que les entreprises qui veulent de l'IA pour faire des économies vont prendre le temps de faire des ajustements précis pour avoir un résultat de qualité? Bah non. Ils vont garder le résultat de base. C'est pour ça qu'il faut se méfier des démos techniques clinquantes que vous pouvez voir circuler sur Internet. En combien de temps et après combien d'essais infructueux ces entreprises ont réussi à obtenir un résultat convaincant? Et sur un extrait de combien de secondes? Vous pensez vraiment qu'il sera facile d'obtenir ce niveau d'exigence sur un film entier? Est-ce que vous pensez seulement que ce sera possible? Et puis, il y a autre chose qui me dérange dans cette utilisation de l'IA. Tous les entrepreneurs et défenseurs de cette technique expliquent que c'est un moyen sans pareil de reproduire la VO avec exactitude. Et c'est vrai qu'on attend d'une bonne VF qu'elle adapte l'œuvre d'origine aussi fidèlement que possible. Mais une excellente VF, c'est une VF qui comprend la VO pour mieux la transcender. Et ça, une IA ne peut pas le faire. Elle n'est pas conçue pour. Attention, je dis pas qu'il existe des VF mieux que la VO comme le disent certains. Je suis très prudent sur ce genre de choses. En revanche, il existe des VF qui diffèrent légèrement de la VO sans la trahir, de façon à mieux résonner et plaire davantage au public français. Si on parle d'adaptation des textes, eh bien traduire de l'anglais avec exactitude, ça ne marche pas toujours. Dans cette scène de Men in Black, quand K pose une question à J sur les extraterrestres et qu'il répond « Oh wait, that was on Final Jeopardy last night, damn », bah le public français s'en tape, il a pas la ref. Par contre, si on traduit en « Oh, ils l'ont dit à question pour un champion hier, attends, je le sais !» d'un seul coup, ça marche. Et là, je parle de référence, mais pour tout ce qui est jeu de mots, jeu de registre, jeu de langue même, on ne peut s'en sortir qu'avec des trésors d'inventivité et des éclairs de génie d'adaptateurs consciencieux. Freeze! Put your hands up. But you told me to freeze. Je refroidis si tu bouges! Les mains en l'air, allez hop! Pas, vous m'avez refroidi. Même chose pour les comédiens. Patrick Poivet, qui a été une voix iconique pour plusieurs générations de spectateurs, avait une malice, un grain dans la voix et un caractère qui, ne vous en déplaise, était totalement absent de la VO. All the fucking things she can fucking forget, she forgets my father's watch! I specifically reminded her. Bedside table, on the kangaroo. Putain de merde, il y avait une chose à laquelle il fallait faire gaffe, c'est cette foutue togante. C'est pas comme si je lui avais pas dit.
pense à la montre sur le kangourou. Si on avait choisi un comédien uniquement sur critère de sa ressemblance vocale avec la vraie voix de Bruce Willis, on aurait perçu très différemment cet acteur et ses différents personnages. Et c'est là-dessus que j'aimerais insister. Oui, une VF doit respecter la VO, mais ça ne doit pas être la ligne d'arrivée. Ça ne doit pas être la seule donnée importante dans l'équation. Des VF de génie sont nés parce que des auteurs, des DA, des comédiens ont proposé autre chose, qui respecte le film et le spectateur. Parce que dans cette histoire, tout le monde veut la même chose. Combler le spectateur et lui offrir un doublage digne de l'œuvre d'origine. Une IA ne propose pas autre chose. Une IA ne comprend pas l'œuvre d'origine. Une IA n'a ni éclair de génie, ni trésor d'inventivité. Une IA n'invente pas, n'adapte pas, elle recopie. Une dernière chose concernant cette rigoureuse retranscription de la VO et des intonations du comédien original que l'IA prétend atteindre. Ça va vous sembler contre-intuitif, mais c'est pas pertinent pour le respect de l'interprétation originale. Un comédien américain et un comédien français n'expriment pas la même émotion de la même façon. D'ailleurs, même un comédien américain et un comédien britannique n'expriment pas leur émotion de la même façon. Chaque pays, chaque culture a son propre héritage dramatique et ses propres codes de jeu. On peut penser à l'Inde, au Japon ou à d'autres pays d'Asie dont on se dit parfois « Ah ouais, c'est abusé comment ils surjouent », alors qu'en fait, non, c'est juste d'autres codes de jeu que les nôtres. Une IA, elle, va recréer une voix de synthèse qui sera exactement celle du comédien original, qui s'exprimera exactement comme le comédien original et qui s'émouvra exactement comme le comédien original, mais en français. Et ça ne marchera pas. Le travail du comédien français, c'est justement d'exprimer la même émotion que celle de la VO, mais en français. Et pour ça, il faut pas faire de la copie carbone. Il faut exprimer cette émotion de façon audible pour le public français. Aussi étonnant que ça puisse paraître au premier abord, reproduire les intonations d'un animé japonais, par exemple, en français, ça ne fonctionne pas du tout. Et c'est pour ça qu'il faut transposer la situation à nos codes de jeu afin de transmettre correctement l'émotion d'une scène. Et il existe plusieurs façons de le faire. Le truc, c'est que même bien entraîné, une IA ne peut pas transmettre d'émotion. Imaginons un comédien étranger qui exprime de la colère. Alors, une IA très perfectionnée va sans doute analyser plein d'extraits de films avec des personnages en colère, elle va intégrer qu'une voix en colère, c'est une voix plus forte, plus vive, le volume est plus élevé, le ton est plus dur, il peut y avoir un trémolo. Bref, elle va apprendre à émuler tout ce qui, dans la voix humaine, caractérise la colère. Mais vous n'entendrez pas de colère, parce qu'il n'y a pas d'humain derrière. Vous entendrez une accumulation de plein d'éléments qui caractérisent la colère, mais vous entendrez bien qu'il n'y a pas de colère, parce que la colère est une émotion, et qu'une IA ne peut pas transmettre d'émotion. Demain dès l'aube, magnifique poème de Victor Hugo qui exprime en à peine 12 alexandrins la tristesse inconsolable de l'auteur en pèlerinage pour poser des fleurs sur la tombe de sa fille. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. C'est un texte très émouvant. Et pourtant, si une IA générait précisément le même texte à la virgule près, qui serait ému? Qui serait ému par un texte qui parle de deuil écrit par un générateur qui ne comprend même pas ce que c'est? L'émotion, c'est le cœur de l'art, de tous les arts. Le rire, la tristesse, le dégoût, la colère, la peur, la fascination, même la gêne ou l'ennui, c'est ce qui fait l'art, et notamment l'art audiovisuel. L'IA peut être un excellent outil dans tous les arts. S'il ne faut pas lui confier l'écriture d'un poème, elle peut parfaitement aider à trouver une rime en R, comme un dictionnaire de rimes le faisait jusqu'à maintenant. L'IA peut aider à concevoir un plan de travail efficace sur un temps de tournage réduit. Et dans le doublage aussi, l'IA peut servir en tant qu'outil. Mais faire doubler une œuvre par une machine, c'est lui retirer son inventivité, sa créativité et ses émotions. Alors d'aucuns diront que tout ça c'est vrai pour l'instant, mais que les IA progressent chaque jour, et qu'un jour elles sauront créer et même émouvoir. Et oui. Ouais, et moi si j'avais des roues, je serais une voiture. Bon déjà non, parce que c'est le principe même de l'intelligence artificielle. C'est comme si tu disais d'un être humain qu'un jour il pourra voler comme un oiseau à force d'entraîner ses bras. Bah non. Et ensuite, la courbe de progression des IA n'est pas infinie. On a tendance à se dire, en voyant ce que l'IA est capable de faire aujourd'hui, dans à peine 2 ans, on n'arrivera plus à distinguer une voix humaine d'une voix artificielle. Sauf qu'on se disait déjà la même chose il y a 2 ans.
Et aujourd'hui, on est toujours capable de distinguer la voix humaine. C'est dingue, non? Il y a 20 ans, on se disait, face au progrès technologique, qu'on ne pourrait bientôt plus distinguer un être humain d'une personne en image de synthèse. Et 20 ans plus tard, même sur des très gros budgets, on y arrive encore très bien. En 1969, quand on a posé le pied sur la Lune, on s'est dit, allez, dans 20 ans grand maximum, on est sur Mars. Est-ce que vous voyez où je veux en venir? Beaucoup de chercheurs s'accordent à dire qu'on est beaucoup plus proche du plafond de verre qu'on ne le croit. Et pas que des anarchistes indépendants, hein, même des grands noms de la Silicon Valley l'admettent. 2 years ago, there was one, LLM that was like way out ahead of everybody else's, which was OpenAI's. And sitting here today, there's like 6 that are like on par with that. And interestingly, at least for right now, they're all sort of asymptoting at sort of the same point. They're kind of hitting the same ceiling. On capabilities. Got like the improvement from GPT 2.0 to GPT 3 to 3.5, and then compare that from like 3.5 to 4. We've really slowed down in terms of the amount of improvement. And the thing to note on that is the GPU increase was comparable. So we're increasing GPUs at the same rate, but we're not getting the intelligence improvements at all. Donc non, la courbe de progression des IA génératives n'est pas infinie. Au bout de 2 ans, ChatGPT n'est toujours pas capable de dessiner un cercle, ni de rédiger un exposé de français correct, ni même de connaître mon nom, hein, alors que Akinator, lui, il y arrive. En réalité, les IA génératives déprogressent au fur et à mesure du temps qui passe. À force de lui demander tout et n'importe quoi, de peaufiner à l'infini, les IA finissent par se détraquer et donner de fausses informations, de mauvaise génération, et il faut régulièrement les réparer. Les mises à jour régulières de ChatGPT, c'est pas pour lui donner des fonctionnalités, hein, c'est pour qu'elle refonctionne à peu près correctement, au moins un petit moment. D'autant qu'au fur et à mesure que le temps passe, la base de données d'une IA finit par s'enrichir de travaux eux-mêmes générés par une IA. Et là, la machine devient complètement flinguée. Il faut alors la reconstruire, puis réessayer de la perfectionner dans une éternelle fuite en avant qui, je le glisse comme ça, hein, est aussi un désastre écologique. Mais bon, il paraît que ça n'intéresse personne, ça, et certainement pas les vendeurs d'IA. Ils me l'ont dit, ça n'intéresse personne. Bref, les IA génératives resteront à jamais imparfaites. Il y aura toujours des artefacts audio, des intonations parasites, des difficultés à générer des respirations, des larmes, des accents, des brouhahas. Seulement, même si tout ça n'est pas encore au point, il y a des studios et des distributeurs qui s'en servent déjà. Et les résultats sont au mieux médiocres, parfois même scandaleux. On a pu observer il y a quelques semaines le résultat désastreux de l'entreprise Eleven Labs pour reproduire la voix de Alain Dorval. La voix française de Sylvester Stallone est décédée en 2024. Si tu touches ne serait-ce qu'à une pièce de cette putain de caisse, ton gosse et toi, vous allez le payer cher. La perceuse, 3 secondes. Le métier a gueulé, le public a gueulé, la famille a gueulé, et Eleven Labs a finalement retiré la vidéo et l'article en mode pouf pouf t'as rien vu. Le bad buzz et le boycott ont forcé l'industrie à reculer, pour l'instant. Parce que c'est ça le risque, que ça devienne petit à petit un standard acceptable sans qu'on en prenne conscience. Et c'est pour ça qu'il ne faut rien laisser passer, pas même un petit dessin animé bas de gamme. Et surtout, même sur la figuration. Parce que ça, c'est un des arguments des sociétés d'IA génératives soucieuses de leur image. On va pas vraiment automatiser tout le doublage d'une œuvre, qu'allez-vous imaginer là? Simplement s'en servir pour les ambiances, les rôles secondaires, la figuration. In Lord of the Rings, you have maybe 20 key actors, but then you have like 3,000 secondary actors, right? Who have like little small bits of dialogue. So now imagine a world when it comes to dubbing those type of shows, you still have famous voice actors for the main characters, but then you have AI for everyone else. Ah oui, donc tout cet espace qui permet aux jeunes comédiens de se lancer dans le métier. Déjà qu'on accuse le milieu du doublage d'être fermé et Donald Renew d'être partout, supprimer d'un coup tout cet espace d'émergence, ça va rien arranger. Enfin bon, ces gens-là, c'est pas la morale qui les étouffe. Parce que oui, évidemment, l'IA générative pose des problèmes éthiques et moraux. Le plus évident étant qu'elles permettent purement et simplement de se passer du consentement du comédien. On m'a dit, Adeline, il y a des phrases à enregistrer à nouveau. Écoute, ne viens pas, on fait en IA et puis on te paye. Si je dis OK, par exemple à ce genre de contrat, donc qui paraissent réglo parce que on te dit voilà, on va te faire l'IA va faire à ta place telle phrase ou je sais pas. Est-ce que je sais quelle phrase je vais dire? Et moi ça m'embête ça m'embête d'entendre ma voix
sur quelque chose que je ne dis, qui ne sort pas de moi, que je n'ai pas créé. Un acteur ou une actrice face à un texte, un rôle, une scène qu'il juge inacceptable ou indigne peut parfaitement refuser d'enregistrer et c'est normal. C'est sa responsabilité, son image, sa réputation et ses valeurs qui sont engagées quand il ou elle accepte d'interpréter un texte. L'intelligence artificielle permet de contourner ce refus. Le personnage dira cette réplique, interprétera cette scène, que l'acteur ou l'actrice le veuille ou non. Et c'est un outil dangereux, surtout dans les mains de gens mal intentionnés. Vous avez des copains qui vous appellent en disant « Au secours, je suis tombé sur une vidéo où c'est ma voix, c'est mon personnage et je fais l'apologie du viol. Je n'ai jamais enregistré ça, c'est immonde » et donc on se prend après des sauts d'insultes. On pense évidemment aux utilisateurs de 4chan qui ont fait lire à la voix d'Emma Watson des passages de Mein Kampf grâce à un outil de Eleven Labs, qui sont décidément toujours dans les bons coups. Mais on peut aussi parler des scammers qui extorquent de l'argent à des victimes mal informées en prenant la voix de personnes connues. En 2022, c'est plus de 11 millions de dollars qui ont été volés de cette façon. Internet s'est beaucoup moqué récemment de Anne qui a donné tout son argent à quelqu'un qui se faisait passer pour Brad Pitt. Mais si demain quelqu'un vous appelle avec la voix de votre mère ou de votre fils et vous demande de l'argent ou des informations personnelles sous prétexte d'une urgence, est-ce que vous serez suffisamment alerte pour vous méfier? Dans le milieu des comédiens, des dérives ont déjà eu lieu aux États-Unis et notamment dans le milieu du jeu vidéo. Des acteurs et des actrices comme Brock Powell, Sarah Elmaleh ou Frida Wolf ont témoigné avoir reconnu leur voix dans des jeux sur lesquels ils n'ont pas été engagés. Le tout sans compensation financière, bien entendu. La question des droits d'auteur se pose aussi. Les entreprises d'IA générative admettent se servir librement d'œuvres protégées par les droits d'auteur pour enrichir leur base de données, en expliquant même qu'ils pourraient pas être rentables s'ils le faisaient pas. Les pauvres lapins. Le résultat, c'est que les IA génératives ingurgitent autant d'œuvres, d'interprétations, de visages, de textes qu'ils le peuvent, sans que les auteurs et interprètes n'aient leur mot à dire. Ce qui a poussé l'année dernière plusieurs organismes de presse, notamment le New York Times, à porter plainte contre OpenIA. Et d'ailleurs, un de ces procès vient tout juste d'être gagné. Thomson Reuters has emerged victorious against Ross Intelligence in the first major AI copyright case in the US. This ruling could shape the future of artificial intelligence and copyright law, sending a strong message to AI developers worldwide. Et oui, parce que sans cadre juridique, les auteurs, les comédiens n'auront plus leur mot à dire sur ce qu'ils veulent justement dire ou ne pas dire. Et ça pose des vrais problèmes moraux, notamment quand la personne est décédée. Si la nostalgie et l'admiration peuvent nous amener à juger avec bienveillance une réincarnation d'une voix disparue, cela devrait en réalité nous horrifier. Qui nous dit que Alain Dorval aurait voulu continuer d'incarner Stallone jusqu'à la fin de ses jours? Que Medondo aurait adoré doubler le flic de Beverly Hills 4? Ne prenez pas vos désirs pour des réalités et surtout n'assumez pas les volontés de quelqu'un qui n'est plus là pour vous répondre. Le simple fait d'accepter le vocable d'intelligence artificielle. Pour moi, l'intelligence est le fait du vivant. Je suis pas dans l'acceptation. À l'instant que je crois qu'il y a quelque chose à faire, mais je pense qu'il faut le faire. Mais j'ai souvent l'impression qu'on a affaire à des gens qui nous disent qu'il est urgent d'attendre, quoi. Non, face à ce genre d'utilisation, il faut être intransigeant, comme les gens l'ont massivement été à la sortie de la vidéo de Eleven Labs. Et c'est très important de continuer à l'être. Et on en arrive à la question finale, qu'est-ce qu'on peut faire ? Bah déjà, on peut signer la pétition, ça ne coûte rien. On peut en parler autour de nous pour inciter de plus en plus de gens à la signer, on peut la diffuser sur les réseaux, expliquer ça à nos proches, bref, on peut faire en sorte que cette pétition soit de plus en plus signée afin qu'elle ait un poids dans le débat public et dans des possibles négociations. Quoi d'autre? Vous pouvez aussi écrire à vos députés, ceux qui vous représentent à l'Assemblée nationale. Vous leur faites part de votre inquiétude et eux se chargeront de la retransmettre à l'Assemblée au moment des questions au gouvernement. Et si ça vous gonfle, ne vous inquiétez pas, Jean Massier arrive à rendre ça très divertissant. Il y a embrouille parce qu'il y a un député qui a pas son masque et du coup il y a une députée qui est en train de gueuler. Eh oh, on est sur Twitch, ici c'est sérieux. Hein. Je vous encourage également à suivre sur les réseaux les comptes du mouvement Touche pas à ma VF et de surveiller les éventuels rassemblements, manifestations et événements qui peuvent être organisés et auxquels vous pourrez peut-être participer. Mais votre plus grand pouvoir, c'est surtout d'exprimer votre désapprobation auprès de ceux qui l'utilisent déjà. Les anti-doublages dépeignent assez régulièrement le public qui regarde de la VF comme un public de flemmards, qui font pas d'efforts, qui consomment bêtement, avachis dans leur canapé, sans se poser de questions. Bref, des spectateurs passifs. Mais vous et moi, on sait bien que c'est faux.
Des chaînes de télé se sont officiellement excusées d'avoir diffusé une version québécoise sous la pression de spectateurs mécontents. Des éditeurs DVD ont fait des rappels de produits après qu'on les ait interpellés sur une VF désynchronisée ou québécoise. Les plateformes de streaming ont retiré de leur catalogue des films mal doublés ou doublés avec une voix de synthèse. Et certains distributeurs sont aujourd'hui à l'écoute du public qui regarde des trucs en VF justement parce qu'ils sont beaucoup moins passifs qu'on aimerait le faire croire. Même Eleven Labs, là, avec leur IA qui imitait Alain Dorval, ils ont expliqué que c'était juste un test, une expérience. Mais vous pensez pas que s'il n'y avait pas eu cette levée de bouclier, cette désapprobation massive, ils auraient pas sorti le film en entier comme ça? Ne vous croyez pas impuissant face à une industrie omnipotente. Personne n'aime les bad buzz. Alors exprimez-vous. Il faut que chaque utilisation cynique, flemmarde, inconséquente d'une IA générative soit remise en question, critiquée, réprimandée, boycottée et même sanctionnée. Rien ne doit passer en attendant que l'utilisation de l'IA soit réglementée. Comment? Bah, différentes pistes sont étudiées et proposées. Par exemple, nous, influenceurs, on a une obligation légale d'indiquer clairement à l'écran quand du contenu a été généré par une IA. Une obligation du même genre avec un gros watermark, une grosse mention légale tout le long d'un film ou d'un épisode de série si le doublage est fait par une IA, je suis sûr que ça freinerait déjà un paquet de studios. Et puis en vrai, la loi européenne est déjà en partie du côté des comédiens. En effet, la voix étant une donnée biométrique, sa collecte est interdite par le RGPD. Donc amis comédiens, vous pouvez d'ores et déjà saisir la CNIL et croyez-moi, les amendes sont très salées. Ce qui ne doit évidemment pas vous empêcher de relire attentivement vos contrats et de refuser formellement toute mention d'une utilisation des enregistrements pour enrichir une IA. Enfin, j'aimerais m'adresser aux jeunes comédiens ou aux apprentis comédiens qui regardent peut-être ma vidéo. On vous a sans doute déjà proposé d'intégrer une base de données de voix, de synthétiser votre empreinte vocale pour qu'elle puisse être utilisée moyennant finance. Vous avez peut-être eu des pubs Instagram là-dessus. Et je suis conscient que quand on n'arrive pas à obtenir un rôle dans un milieu aussi fermé, on peut être tenté d'accepter ce genre de proposition. Mais c'est dangereux. Dangereux pour vous, parce que vous ne savez pas ce qu'on fera dire à votre voix, mais aussi dangereux pour ce métier qui vous fait rêver. Vous dites peut-être que la responsabilité de se vendre ou non à une entreprise est un acte individuel, mais son effet est collectif. Et croyez-moi, c'est vraiment pas le moment de la jouer solo. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce qu'il était essentiel de savoir pour bien prendre conscience du combat qui se joue ici. Alors signez la pétition, partagez-la, exprimez clairement votre désaccord, écrivez à vos députés. C'est vraiment très important d'enclencher la légifération de cette branche tant qu'on n'est pas au pied du mur. Après, clairement, je suis resté en surface pour cette vidéo. J'ai par exemple très peu parlé de l'impact écologique de l'IA générative et des problématiques bien plus vertigineuses et complexes que celles du doublage. Je garde ça pour une prochaine vidéo où on approfondira un petit peu le sujet. En attendant, mobilisez-vous et à bientôt. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai, vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur